Nous allons y aller pour cette session dédiée aux organoïdes. On va essayer, même plus qu'essayer, de rester dans le timing contraint qui nous a été donné. Et donc, on a demandé à nos oratrices et orateurs de bien prendre en considération le timing de leur présentation pour vous laisser le plus de temps possible pour poser toutes les questions que vous souhaiterez sur ces fameux organoïdes. Et donc, vous verrez que la session couvre ou essaye de couvrir à la fois des aspects fondamentaux, des aspects plus applicatifs et bien entendu un moment qui sera réservé aux discussions éthiques autour de l'utilisation des organoïdes. Alors je n'ose utiliser le terme de mini-organes puisque j'ai relevé il y a quelques jours dans Le Monde, journal à très haut impact facteur, la mention suivante: qualifier les organoïdes de mini-organes donne de faux espoirs aux patients qui peuvent croire que des organes de remplacement sont d'ores et déjà cultivés en laboratoire. Donc, vous nous direz ce que vous pensez de cet article. Voilà, je laisse la parole à Franck Yates. Merci Jérôme pour ce rappel, et ça fera l'objet d'une discussion passionnante à la fin de la session. On va commencer avec la présentation d'Antonietta Messina, qui est chercheuse à l'UMR 1193, à l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, près de Paris, et qui va nous parler des organoïdes hépatiques et de leurs applications. Voilà. Bonjour à tous. Alors oui, en effet, ce que je vais faire, c'est faire vraiment une très brève présentation sur l'état de l'art des organoïdes hépatiques. Déjà, je commence pour dire que l'organe que je représente, du coup le foie, c'est un organe extrêmement complexe, pour deux raisons. Principalement parce qu'il y a au moins 500 fonctions qui sont associées à l'activité de cet organe, y compris des activités métaboliques, synthétiques, immunologique et de détoxification, comme vous savez bien. Et deuxièmement, parce que sa structure est extrêmement particulière et complexe. Principalement, on a l'hépatocyte, que c'est la petite cellule ici en rose, donc qui constitue le 80% de la masse de l'organe. Et l'activité de cet hépatocyte, effectivement, c'est de coadjuver toutes les fonctions du foie en association avec toutes ces cellules, la cohorte des cellules à côté, principalement les endothéliales, bien évidemment, pour la vascularisation, mais aussi des cellules immunitaires, comme les Kupffer-Cell, donc les macrophages, des cellules étoilées et les cellules biliaires, les cholangiocytes. On a essayé pour des décennies de reproduire cette structure et les fonctions en vivo, en particulier en cherchant d'utiliser des cellules primaires qui dérivent de l'homme, donc les hépatocytes primaires. Mais il y a une contrainte énorme. Déjà, de base, on avait des modèles 2D. Du coup, c'était impossible de faire des co-cultures avec plusieurs cellules dans une boîte de pétri, in vitro. Et c'est surtout que ces cellules, en fait, perdent leur fonctionnalité très vite, jusqu'à 3 jours. Et après 3 jours, les cellules, en fait, on ne pouvait plus les maintenir en culture. Donc, on ne pouvait pas aller si loin, ni sur la reproduction de la fonction, et ni de la morphologie. Et donc, on s'est dit, bien évidemment, on va s'appuyer sur les modèles animaux. Mais il y a 2 problèmes principaux. Le premier, c'est éclatant. Déjà, la morphologie de l'organe entre les espèces, c'est complètement différente. Mais c'est surtout que si on veut transférer les données, transférer les données à partir des études sur les animaux vers l'homme, il y a seulement le 50% des choses qui en fait coïncident. Donc c'est extrêmement difficile, surtout du côté, par exemple, des tests des médicaments. Si on utilise des souris, des rats ou des porcs pour faire des tests de médicaments, les métabolismes sont plus ou moins les mêmes, mais les molécules ne le sont pas. Du coup, tous les effets secondaires, par exemple, ils ne sont pas du tout comparables entre l'homme et les animaux. Donc, quand il arrive l'idée de l'organoïde, effectivement, on était ravis. On a pensé aux mini-organes. Voilà. Et donc, effectivement, on s'est dit, voilà, on aura le petit foie dans la boîte de pétri, comme pour les autres organes. On sait que ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc, déjà, morphologie, vous voyez, un organoïde, ce n'est pas du tout représentatif de l'organe. Et donc, par contre, du coup, pourquoi on insiste, en fait, sur les organoïdes ? C'est parce que, quand même, aussi s'ils ne sont pas physiquement rassemblantes,
En tout cas, il peut reproduire les fonctions de l'organe. Et si vous regardez cette image magnifique, qui vient de l'MIT, on ne se cache rien, il y a une grosse masse de cellules épithéliales de typologie vasculaire, donc il y a toute une vascularisation ici qui est en vert, et toutes les cellules hépatiques, qui sont surtout ce côté-là en rouge, quelques-unes on ne voit pas, mais c'est un amas de cellules hépatiques qui, du coup, effectivement, peut reproduire au moins minimum la structure tridimensionnelle du foie, qu'en 2D, on ne peut pas faire. Et là, surtout, on parle d'éco-culture, donc plusieurs cellules en même temps. Donc, ça, pourquoi on peut l'obtenir? Là, il y a le petit vidéo qu'on a fait justement au labo. Les cellules, elles ont la capacité de se reconnaître en culture quand ils sont en 3D, surtout quand ils sont libres de bouger dans l'espace. Donc quand ils n'ont pas un truc qui les bloque, donc une contrainte qui les bloque, indépendamment de la typologie de plaque de culture ou d'environnement qu'on utilise, avec matrice, sans matrice, etc., les cellules, en suivant un processus d'auto-assemblage et d'auto-organisation, ils arrivent à se reconnaître entre eux, se réorganiser en 3D, et du coup reproduire une partie de la morphologie, de la physiologie et une partie de la fonction. Et donc, dépendamment de la typologie des cellules qu'on utilise au début, donc au départ, on peut obtenir différentes typologies de structures. Ça, c'est très important, parce qu'en 2D, on ne peut pas contrôler la structure qu'on obtient. C'est toujours la même en plat. Par contre, en 3D, on peut choisir la modalité qui nous convient plus, dépendamment de la question biologique. Donc, si on veut reproduire des choses très simples, comme par exemple juste de la sécrétion de la bile, la plupart des gens, ils préfèrent avoir des systèmes relativement matures de forme cystique, parce que la bile va être collectée ici, à l'intérieur du cyste, et du coup, on peut la collecter, faire les caractéristiques de protéomiques, de métaboliques, etc., etc. Donc, on voit comment elle est composée. Et autre chose. Si on veut voir des systèmes biculture relativement spontanés, si on utilise des progéniteurs hépatiques primaires, on peut obtenir par exemple hépatocytes et cholangiocytes, donc une structure aussi intégrée, une structure biliaire. Si on veut rester sur le sample et se concentrer vraiment sur l'activité des hépatocytes, on peut par contre faire des structures monocellulaires comme ça. Bien évidemment, quand on veut faire des structures super complexes, y compris des matrices, plus de cellules on met, plus on complexifie le système. Et donc, en fait, dépendamment de la cellule qu'on utilise, l'application qu'on peut avoir derrière cette utilisation d'organoïdes peut être différente. Donc, juste pour aller vite, là, on a un schéma qui représente un peu la structure qu'en vitro, on peut reproduire à partir des cellules souches pluripotentes. Donc, ce sont des cellules qui peuvent avoir une origine embryonnaire. On l'utilise de moins en moins, malheureusement, pour questions de pseudoéthique ou quelque chose comme ça. On va en discuter après, peut-être aussi avec Hervé Neves. Mais ce sont des cellules les pluripotentes, indépendamment si elles sont embryonnaires ou induites. Ce sont des cellules qui peuvent reproduire l'embryogenèse et l'organogénèse in vitro. Donc, ce sont des structures qui, généralement, sont plus complexes et qui, du coup, peuvent nous permettre d'avoir beaucoup plus de fonctions reproduites in vitro. Quand on part, par exemple, à partir des progéniteurs, comme les hépatoblastes dans le contexte du foie, on peut choisir si avoir une différence spontanée de ces progéniteurs, que la plupart des fois sont des progéniteurs primaires, donc qu'on extrait à partir du foie fœtal. Et donc, on peut avoir des hépatocytes et des cholangiocytes en même temps, ou séparément, et après les agréger ensemble. Ou on peut directement prélever à partir des greffes, par exemple, qui ont été exclues pour la transplantation véritable. On peut récupérer des cellules matures, comme les hépatocytes tout court ou les cholangiocytes, et du coup utiliser ça comme modèle plus simple et déjà adulte et fonctionnel. Donc, pourquoi la plupart des gens aujourd'hui cherchent de se concentrer sur l'utilisation des cellules pluripotentes? C'est parce qu'il y a deux caractéristiques qui les rendent un peu des super-héros de la biologie, qui sont la capacité d'auto-renouvellement. Ça veut dire qu'une cellule souche pluripotente, c'est bien maintenue en culture, peut être presque indéfinitivement maintenue en culture. Donc, avec une ampoule, on peut travailler presque pour 1 an, 2 ans, 3 ans. L'important est de l'avoir en bon état et les contrôler régulièrement. Et surtout, c'est qu'une cellule souche peut être effectivement différenciée dans qu'est-ce qu'on veut, la cellule qu'on veut. Si je me concentre sur le côté hépatique, on peut du coup avoir des hépatocytes, on peut différencier des cholangiocytes, des cellules étoilées, des cellules endothéliales spécifiques du foie ou des cellules Kapfer, donc de l'immunologie spécifique au foie. On peut les faire séparément et après les agréger ou chercher de faire tout en même temps. Bien évidemment, ça complexifie un peu le système, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait dans les laboratoires. Et alors, donc, juste pour vous présenter un peu les applications des êtres organoïdes, la partie avec laquelle je commence, c'est les applications de médecine régénératrice. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, médecine régénératrice? Le rêve, c'était qu'en sachant que, oui, le foie peut régénérer,
parce que la plupart des fois, si on a la chance, on peut avoir des étapes réversibles d'une pathologie hépatique, mais quand on arrive dans l'insuffisance hépatique aiguë, et donc on perd le 90% de la fonctionnalité hépatique, le résultat, c'est qu'il faut seulement transplanter. On n'a pas d'alternative pour sauver le patient que la transplantation. Mais on n'a pas d'organes. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher de trouver des façons alternatives de permettre aux patients de survivre le temps pour obtenir la greffe. Donc, à présent, quelques hôpitaux, mais pas tous les hôpitaux, ils ont un système de dialyse externe, comme le système Mars, que là je vous présente, c'est une dialyse, elle marche plus ou moins de la même façon que les dialyses rénales, et donc va prendre en charge ce système, la purification du sang, et donc en cherchant de substituer le foie endommagé du patient, en attendant que ce foie régénère, ou en attendant qu'il arrive la greffe. Marche bien, surtout dans les cas moins complexes, bien évidemment, mais c'est un système physico-chimique, donc il coûte cher, il y a des cartouches de purification qu'il faut changer régulièrement, et après 2 jours, les cartouches, il faut les substituer. Et les cartouches, vraiment, sont très, très chères. Donc, et non, pas tous les patients peuvent être traités de cette façon. Et donc, du coup, là, à l'intérieur de cette ingénierie tissulaire du foie, on va coincer vraiment, littéralement, les organoïdes pour chercher d'avoir un système de greffe ou de transplantation, qui pour le moment, c'était seulement de type cellulaire, et un système d'approche de bioingénierie. Et donc, le premier que je vous présente dans l'état de l'art, c'est de 2018, relativement récent, parce qu'une manip avec l'organoïde, il prend au moins 6 mois chaque manip. Donc, pour avoir une reproducibilité, il y a quand même 2-3 ans de travail à faire. Donc là, c'est la première, proof of concept, donc proof épreuve qui peut, une transplantation d'organoïdes, avoir potentiellement des résultats qui peuvent être transférés dans la clinique. On est bien loin encore, on est juste dans les animaux, mais quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hu et al, ils ont effectivement, à partir des cellules progénitrices prélevées à partir des foies fétales, ils ont déterminé, développé un système de formation d'organoïdes. Donc ici, vous voyez les organoïdes fétales. Ici, un organoïde d'hépatocyte primaire de type adulte. Ici, une espèce d'organoïde de type cholangiocytaire, donc biliaire. Et ils se sont dit, on va déjà caractériser si effectivement ils sont véritablement fonctionnels. Et donc, il y a de l'albumine qui est produite, une activité de cytochrome, du coup, de détoxification importante. Donc, ça, c'est bien. Et surtout, ils se sont dit, on va les transplanter dans un modèle de souris d'insuffisance hépatique. On va voir si on peut sauver effectivement les souris. Et le résultat, c'est qu'effectivement, oui, déjà à 45 jours post-transplantation, effectivement, les souris, ils sont encore vivantes, donc ils ont récupéré leur fonctionnalité hépatique, et surtout, effectivement, encore à 90 jours après la transplantation, de la souris, on peut détecter de la sécrétion d'albumine humaine. Donc ça veut dire que les transplantes, donc les cellules humaines transplantées, ils sont encore vivantes dans le foie de la souris. Et encore, du côté de la bioingénierie, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le concept de, justement, je vous présente le Mars, le système de bioartificiel externe, le BAL, qui était développé en utilisant comme partie cellulaire des cellules d'hépatocytes de porc, primaires de porc. Pourquoi des porcs? Parce que ce sont les hépatocytes entre tous les animaux qui rapprochent au plus la fonctionnalité humaine. Et ils ont constitué du coup des organoïdes et ils les ont utilisés. Donc, ils ont ajouté un bioréacteur au système Mars pour avoir des cellules qui, à ces points-là, prennent la fonctionnalité en charge à la place du foie du patient, que dans ces contextes, c'était un primate non humain, donc une singe. Et effectivement, les singes traités indépendamment de l'insuffisante qu'ils avaient reproduit au labo, ils ont été sauvés, donc ça c'était bien. Et après une semaine, le foie des singes était complètement presque régénéré. Donc toutes les fonctionnalités de base du foie, y compris l'expression de la sécrétion de l'albumine et des facteurs de coagulation, effectivement, c'était tout bien reproduite. Donc là, les 2 exemples sont sous des hépatocytes humains qui sont de base primaire, donc et vient d'un morceau de foie, que ce soit adulte ou que ce soit fœtal. Quand on parle des cellules souches pluripotentes, la question qu'on se pose, c'est du coup, il faut les différencier in vitro, mais est-ce qu'on arrive à avoir des vrais hépatocytes? Est-ce qu'on arrive à avoir vraiment quelque chose de mature et qui marche, qui fonctionne? Alors, ça, c'est la question qu'on s'est posée au labo, et que du coup, dès que je suis arrivée à l'ISERM, dans l'unité, l'idée, c'était, on va chercher d'avoir un développement, donc de développer un système d'organoïdes, on va voir jusqu'à où on peut pousser la maturation et la fonction de cette cellule. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est bien évidemment d'utiliser
des cellules souches pluripotentes induites, donc qui étaient reprogrammées à partir des cellules adultes, donc ne sont pas du tout embryonnaires dans ce contexte-là. On a différencié ces cellules souches en progéniteurs hépatiques et à partir de ces progéniteurs-là, les hépatoblastes, on a développé du coup ces petites sphéroïdes, ces sphères qui sont les organoïdes hépatiques, qui sont constituées exclusivement d'hépatocytes. Donc ce n'est pas une co-culture à cette étape-là. Donc c'est une culture simple d'hépatocytes. Et on a pu vérifier qu'au bout de 30 jours de différenciation in vitro, cette cellule avait les mêmes caractéristiques que des cellules adultes, donc d'un adulte de 25-30 ans. Parce qu'en fait, on n'a plus l'expression, par exemple, de l'alpha-fétoprotéine, il y a déjà le féto dans le nom, donc du coup, effectivement, c'est quelque chose de fétal extrêmement immature, et on a la même sécrétion de l'albumine qu'un organoïde fait d'hépatocytes primaires. De plus, on a un système à l'intérieur et sous la surface de l'organoïde, qui c'est un système qui permet du coup, que c'est un système de drainage biliaire, donc les hépatocytes produisent la bile et peuvent la excréter dans leur système des canalicules biliaires, qui est bien organisé à la surface jusqu'à l'intérieur de la cellule. Et ici, voilà, la production de ces acides biliaires est exactement la même de celle-là des hépatocytes. Et en plus, on a vérifié avec des médicaments que l'activité de détoxification de cet organoïde, c'est effectivement représentatif d'un foie adulte. Et surtout, ici, je voudrais souligner surtout ces petites graphes ici, que quand on compare les bleus, qui du coup sont les organoïdes qu'on a dérivés au labo, et le marron, qui sont les hépatocytes primaires, de ce enzyme, surtout l'alcool déhydrogénase, c'est un enzyme extrêmement mature. Généralement, un homme commence à l'avoir vraiment active autour des 17-18 ans. Donc déjà, ça veut dire qu'on n'est pas à l'état pédiatrique. Et effectivement, dans les organoïdes, on peut avoir une activité beaucoup plus importante qu'un hépatocyte primaire. Donc juste pour revenir à l'idée que les hépatocytes primaires en culture, on ne peut pas les maintenir pour longtemps. Là, on parle des cultures de 30-38 jours. Et encore, on se pose la question, ils sont matures pour maintenir l'homéostase de l'organisme. Donc ça veut dire, est-ce qu'ils font autre chose que de cytochrome, quoi? Parce que c'est la plupart des gens, ils se concentrent sur les cytochromes et la détox, mais est-ce qu'ils peuvent faire quelque autre chose de cet organoïde? Et ben alors, nous avons pu vérifier que si on challenge du coup les organoïdes avec par exemple trop de sucre, pas du tout de sucre, on a les processus de glycogénolyse et de gluconéogenèse, donc on peut effectivement produire du glucose quand il n'y a pas de glucose dans le milieu de culture, à partir du pyruvate qui est juste dans les cellules, ou à partir des glycogènes qui est stocké dans le foie. Et on peut d'ailleurs, si on surcharge le système avec du gras à différentes concentrations, et j'utilise surtout le cholestérol pour faire ça, on peut reproduire en fonction de la dose de cholestérol différentes étapes et stages de stéatose. D'ailleurs, macrostéatose, microstéatose, etc., etc. Donc tout ça, c'est effectivement une réponse physiologique très mature. Donc on confirme que ces organoïdes, ils ont du sens à être utilisés aujourd'hui, aussi s'ils ne sont pas du tout des organes in vitro. Et pour aller encore plus loin, c'est qu'au labo, on a une spécialité il y a quelques années, que c'est la modélisation des maladies. Et alors, avec les collègues, on a développé un système de modélisation de l'hémophilie B, que c'est une maladie génétique, qui est caractérisée, attention, se différencie par l'hémophilie A, par le fait que c'est le facteur 9 qui manque dans les patients qui sont affectés, atteints de cette pathologie. Et le facteur 9, c'est produit exclusivement par les hépatocytes, donc il dépend vraiment seulement du foie. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait au labo? C'est dériver des cellules du coup IPS à partir du patient qui attend de la maladie. On a corrigé une partie de cette IPS avec la CRISPR-Cas9, la Cas9, donc pour chercher d'enlever du coup la modification génétique et permettre aux patients de produire et sécréter le facteur 9 qu'ils n'avaient pas. Et on a différencié les hépatocytes en 2D et 3D avec le même protocole que je vais vous présenter tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence définitivement? C'est que déjà, si on reste sur la 2D, on revient à tout à l'heure, juste la première slide, on ne peut pas atteindre un degré de maturation importante parce que aussi si les cellules sont jolies, morphologiquement on rassemble bien des hépatocytes, ils ont quand même de la sécrétion de l'albumine, mais ils restent fétales quand même, donc ils restent très immatures. Il y a de l'alpha-fétoprotéine. Et surtout, quand on rentre dans le spécifique de la maladie, la protéine, du coup le facteur 9 des coagulations, il n'est pas mature. Donc effectivement, si on fait un Western blot, analyse très simple, la protéine va tomber à un poids moléculaire qui est vraiment moins importante que le poids qu'on s'attend. Ça veut dire que la protéine manque d'un morceau. Donc elle n'est pas traduite, maturée structurellement pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Quand on passe du coup à la 3D,
La chose qu'on obtient, c'est par contre exactement l'inverse. Donc, les organoïdes peuvent être bien reproduits et du coup, vous voyez, il y a le facteur 9, il y a les disparitions de l'AFP, on a toujours l'albumine et le facteur 9, du coup, il est bien la bonne taille et peut permettre l'activité de coagulation. Donc, ça, juste pour résumer, effectivement, les organoïdes sont effectivement un instrument important aujourd'hui pour les applications, pas seulement de sciences de base et donc de recherche de base clinique, pas clinique, mais aussi pour le futur en biotechnologie, parce qu'à partir de cette unité structurelle, on peut avoir beaucoup plus d'applications. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il manque la vascularisation véritable, donc il faut avoir vraiment un système vasculaire qui représente le système vasculaire et cardiovasculaire humain. Il y a des dérivés encore de souris ou des animaux qui sont utilisés en culture, donc il faut passer à un contexte de GMP pour qu'on puisse s'approcher à la clinique. Et bien évidemment, si on veut arriver plus loin en fonction et en application, il faudra aussi avoir des autres systèmes plus compliqués, plus biotech proprement parlant, comme les organes on chip, les systèmes microfluidiques, les bioconstructions, etc., pour aller plus loin. Mais indépendamment de tout, qu'est-ce qu'il manque, y compris potentiellement des biobanques, pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes typologies d'organoïdes, comme ça, tout le monde peut faire les tests sur le même système et que ce soit du coup comparable entre les labos. Mais indépendamment de tout ce qu'il manque encore, il faut optimiser. Rien ne nous empêche quand même d'avoir confiance que les organoïdes restent quand même l'instrument principal qu'aujourd'hui on peut choisir pour aller plus loin dans les applications. Dans un contexte, ce n'est pas seulement le foie, mais pour tous les organes. Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est un modèle vraiment robuste. Parce que si on choisit la bonne cellule et le bon mécanisme de production, les organoïdes répondent à toutes les attentes et du coup, à la réponse biologique. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonietta. On gardera les questions pour la suite. Donc, je trouve que les organoïdes hépatiques, c'est vraiment un excellent exemple des défis, mais aussi des espoirs soulevés par les organoïdes. Et pour ceux qui travaillent dans des laboratoires qui cultivent des organoïdes, des fois on a des surprises, on passe d'un organe à l'autre, d'un tissu à l'autre. Et donc là, c'est un exemple, puisque maintenant on va parler d'un autre type d'organoïdes, les organoïdes dérivés du tissu neural, avec la présentation d'Olivier Gouraud, qui vient de l'Institut de la Vision et qui va nous parler, si la diapo arrive, des organoïdes rétiniens. Merci Franck. Oui, du coup, l'idée, c'est de vous faire un peu une revue, mais très rapide, de la littérature sur un type d'organoïde qui est dérivé du système nerveux central, qui est la rétine. Donc du coup, je voulais juste rappeler avec cette diapositive, donc Jérôme l'a bien dit, les organoïdes ne sont pas vraiment des organes, des mini-organes. Et en fait, on s'est attelé à leur donner une définition. Donc en fait, on pourrait dire que c'est des structures en 3D qui sont complexes, qui vont se développer à partir de cellules souches. Donc ça peut être des cellules souches pluripotentes ou des cellules souches qui existent dans certains organes, par un processus d'auto-organisation. Donc ça, c'est très important, et qui va présenter une architecture et des fonctionnalités similaires aux organes in vivo. Donc aujourd'hui, c'est à peu près la définition qu'on pourrait donner d'un organoïde. Et en fait, le niveau de maturation des organoïdes va dépendre beaucoup du type cellulaire duquel on part, en fait. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est les cellules souches pluripotentes pour fabriquer des organoïdes cérébraux ou neuraux. Donc récemment, dans Nature, ils ont donné une nomenclature qui est plutôt simple, mais efficace, des différents organoïdes neuraux. Donc en fait, on part de cellules souches IPS, donc on fait un processus de différenciation qui va donner des organoïdes neuraux, dans lequel on a un peu tous les types cellulaires qui constituent le cerveau. Et puis, ça s'est un petit peu affiné, les gens ont fait différentes recettes de cuisine qui permettent de guider les cellules IPS, donc plutôt des organoïdes, on va dire spinaux, du striatum, du cortex, et on arrive à faire des organoïdes de rétine, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors les différentes stratégies, aujourd'hui bien sûr c'est la médecine régénérative, on peut faire de la transplantation, donc moi j'en parlerai pas du tout, j'ai choisi une autre approche aujourd'hui, et puis j'évoquerai rapidement ce qu'on appelle des assembloïdes, comme son nom l'indique, c'est qu'on va mettre deux types d'organoïdes différents ensemble. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces organoïdes neuraux Effectivement, on peut partir de personnes qui sont
alors j'aime pas tellement dire saines, mais donc qui n'ont pas de maladie, ou des patients. Donc on connaît les mutations, donc on peut refabriquer les cellules iPS, on peut les corriger par les fameux ciseaux d'ADN CRISPR-Cas9, et puis à partir de tout ça, on peut fabriquer des modèles qui permettent de comprendre les maladies neurodéveloppementales, par exemple. Après, tout ce qui est transcriptomique et puis épigénétique. On peut étudier la connectivité et puis la transplantation, comme je l'ai indiqué juste avant. Donc si on revient à la rétine maintenant, donc je pense que vous connaissez tous la rétine. Donc en fait, c'est une partie du système nerveux central qui tapisse le fond de l'œil, ici. Et la rétine des grands singes, dont fait partie l'homme, présente une anatomie particulière. C'est la présence de ce petit trou ici, qu'on appelle la fovea, la macula, d'accord, qui va être enrichi en photorécepteurs de type cône. Donc en fait, la rétine est très bien structurée par 3 couches de neurones. Donc ici, c'est les fameux photorécepteurs, donc c'est eux qui captent la lumière et qui transforment l'énergie lumineuse en énergie électrique, qui vont la transmettre aux cellules internes et puis aux cellules ganglionnaires, dont les axones vont former le nerf optique, celui qui envoie l'information au cerveau. Et puis en face, il y a un épithélium ici qui s'appelle l'épithélium pigmentaire, donc qui est un peu les babysitters des photorécepteurs, c'est-à-dire que s'il n'est pas là ou s'il ne fonctionne pas bien, les photorécepteurs vont mourir. Et quand les photorécepteurs disparaissent, les gens deviennent aveugles. Donc en fait, cet épithélium pigmentaire, il est bien connu parce qu'aujourd'hui, il y a une maladie très très importante qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui touche une personne sur 2 de plus de 85 ans. Et donc du coup, ces cellules sont particulièrement importantes. Donc en fait, cette fovea ici, elle a un rôle important. C'est qu'en fait, c'est elle qui permet l'acuité visuelle et aussi les tâches de tous les jours, c'est-à-dire de reconnaître les visages, les couleurs, de conduire, de lire, de faire à peu près tout. Donc du coup, vous voyez, c'est une structure qui est assez simple, mais vraiment bien structurée. Donc comment on peut arriver à refabriquer des organoïdes de rétine? Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va ressembler le plus possible à une rétine. Donc en fait, l'idée, c'est, nous au labo, on est des biologistes du développement, donc en fait, on travaille sur des modèles animaux, et on sait un peu comment se passe le développement chez certains animaux, le poulet, le poisson zèbre, la souris, et en fait, les grandes étapes clés du développement sont vraiment conservées chez les vertébrés. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, donc on a commencé il y a maintenant 10 ans, plus de 10 ans, on a essayé de reproduire dans la boîte de culture, en partant de cellules, les différentes étapes clés du développement de la rétine, pour voir si on arrivait à avoir une structure en 3D qui pourrait ressembler à une rétine. Donc ici, l'idée, c'est pas de... Il y a 3 grandes étapes, on ne va pas rentrer dans les détails, et donc pour faire simple, donc c'est plusieurs années de travail, donc on a publié il y a une dizaine d'années un protocole qui permettait, donc, en partant de ces cellules iPS, donc on l'a vu dans la présentation d'avant, donc ça c'est une colonie de cellules iPS, donc ces noms barbares, ici, là, c'est des milieux de culture dans lesquels on va ajouter ou enlever des composés qui sont impliqués aux différentes étapes de développement pour avoir au final des structures qui vont apparaître dans la boîte qu'on va pouvoir détacher et qu'on va cultiver pendant très longtemps. J'attire votre attention, on est sur du 200 jours, donc c'est des expériences qui sont très très longues, pour avoir ce petit bonhomme poilu ici, avec des photorécepteurs tout autour, et les petits cheveux qui sont ici, c'est les segments des photorécepteurs, c'est l'endroit où le photorécepteur transforme la lumière en énergie électrique. Donc ça peut paraître long, mais si vous calculez la longueur d'une gestation, c'est quand même relativement c'est assez similaire. Du coup, la rétine est fonctionnelle vraiment tardivement chez le fœtus. Donc c'est pour cette raison-là que ça prend aussi beaucoup de temps en culture. Donc là, c'est juste pour vous montrer que le système est quand même assez robuste. Donc après 100 jours, si on coupe notre organoïde en 2, on utilise des marqueurs spécifiques des types cellulaires. Donc ça, c'est notre organoïde. Ça, c'est une image que j'ai prise dans la littérature d'une rétine fœtale de 11 jours. Donc on a exactement même système de lamination avec les mêmes types cellulaires. Et puis notre organoïde, au bout de 200 jours, il va y avoir des photorécepteurs. Donc j'ai parlé des cônes et des bâtonnets. Donc ici, on voit bien ces petites structures de quilles ici. Et si on prend une image dans la littérature d'une rétine adulte humaine, on retrouve ces quilles ici qui correspondent aux cônes. Donc ces fameux photorécepteurs qu'on utilise tous les jours pour toutes les tâches de la vie. Donc là, c'est une image un petit peu différente. Donc vous voyez ces cheveux ici, donc c'est ces segments externes des photorécepteurs qui font tout le tour, et c'est eux qui sont censés capter la lumière. Donc ça, c'est bien, on a un organe avec un organoïde, lapsus. On a un organoïde avec une structure qui ressemble à ce qu'on attend de la rétine, mais dans la définition au début, j'ai dit ça doit avoir
une certaine similarité avec la structure, mais également de la fonction. Donc la fonction de la rétine, bien sûr, la première à laquelle on pense, c'est la perception de la lumière. Du coup, j'en ai perdu mon fil, donc j'ai zappé cette diapositive. Donc là, j'ai montré des images. Alors, on peut aussi maintenant, avec toutes les approches de transcriptomique, déterminer le profil de transcription de chaque cellule. Donc, en fait, on peut vérifier quel type cellulaire on a au cours du développement dans l'organoïde. Et j'en viens donc à cette partie extrêmement importante. Donc, on a un organoïde, mais est-ce qu'il peut récapituler certaines fonctions de la rétine ? Donc, bien entendu, la première, c'est les cellules ganglionnaires dans l'organoïde. C'est elles qui vont envoyer des potentiels au niveau du cerveau. Donc, si on prend un organoïde, qu'on le coupe et qu'on le place sur cette petite structure ici, chaque point ici, c'est une électrode qui va enregistrer un courant. Donc, si vous le mettez à plat dessus, en fait, les cellules ganglionnaires, elles vont émettre des potentiels d'action, des spikes, de façon endogène. Et donc, on a bien une activité électrique qui correspond à ce qu'on peut observer dans des cellules ganglionnaires, si vous prenez une rétine de souris, par exemple. Mais ce qui est encore plus important et plus intéressant, c'est qu'ici, on voit un petit photorécepteur avec son segment externe. Et ici, cette petite pipette, ici, elle va enregistrer le courant spécifique de la cellule. Donc, en fait, sur notre organoïde, on envoie une lumière avec des longueurs d'onde spécifiques qui correspondent à celles qui vont activer vos photorécepteurs cônes. Et on voit que bleu, vert, rouge, à chaque fois, on a un courant qui rentre. Ça veut dire que la cellule, elle est capable de voir le photon et d'envoyer un signal électrique. Donc on a bien une fonction de la rétine, par exemple ici. Donc du coup, on a des organoïdes de rétine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces organoïdes ? Alors là, j'ai illustré ici plusieurs stratégies. Je n'en parlerai pas du tout. Donc il y a de la thérapie cellulaire. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur la transplantation, donc pour remplacer les photorécepteurs. On peut les utiliser pour faire du criblage pharmacologique et puis également, ça a été évoqué avant, sur la modélisation des pathologies. Si on part de patients qui sont atteints de maladies génétiques, on peut avoir des organoïdes rétiniens qui vont être porteurs de la mutation et essayer de voir si on arrive à retrouver un phénotype dans l'organoïde qui correspond aux signes cliniques qu'on voit chez les patients. Et si c'est le cas, c'est un bon modèle après pour développer des modèles de thérapie, particulièrement de thérapie génique. Donc, je vais juste illustrer rapidement cet exemple. Donc ici, vous avez, donc, normalement, là c'est un fond d'œil classique, donc on la voit ici, la fovea, ça c'est le nerf optique, et puis cette peinture de Renoir, donc Madame Henriot, en fait, elle est bien parce qu'elle illustre vraiment un petit peu le système de l'acuité visuelle avec le visage qui est très très net par rapport au reste du tableau qui est relativement flou. Et donc, en fait, les patients qui ont des dégénérescences maculaires liées à l'âge, le fond d'œil va être un petit peu comme ça, et ils vont commencer à perdre la vision centrale. Alors, il y a d'autres dégénérescences maculaires qui sont de forme génétique, comme la maladie de Stargardt, et puis une autre maladie qui est extrêmement importante, qui sont les rétinopathies pigmentaires, où là, les patients vont commencer à perdre les bâtonnets en périphérie, et donc vont avoir une vision tunnel, et puis à la fin, ils vont perdre les cônes, ils vont devenir aveugles. Donc aujourd'hui, cette rétinopathie pigmentaire, donc c'est une des pathologies qu'on regarde le plus au laboratoire. Donc là, c'est à peu près la même chose, mais en fait, c'est une maladie qui est progressive, hein, d'accord ? Donc c'est en général, ça commence vers l'âge de 6-7 ans. C'est la première cause de cécité chez les jeunes enfants, chez les jeunes adultes. Et les patients deviennent aveugles en général vers 30 ans. Donc ce qui se passe, il y a à peu près 1,5 million de patients atteints. Donc c'est quand même une maladie rare, mais... Donc du coup, au départ, la rétine elle est normale, l'épithèle pigmentaire il est en haut, je suis désolé, j'ai inversé, tout ça c'est les petits photorécepteurs, et les patients ils ont des mutations uniquement dans les bâtonnets. Donc ils vont perdre leurs bâtonnets, okay, et donc là du coup ils vont avoir une vision ils vont toujours avoir leur cône, donc c'est pour ça qu'il y a une vision en couleur centrale, mais ça commence à se perdre ici. Et puis les cônes, ils n'aiment pas être tout seuls, il faut vraiment qu'il y ait des bâtonnets tout autour, parce qu'en fait ils sécrètent des facteurs qui leur permettent de survivre. Donc du coup ils vont commencer à perdre leur segment externe. Donc du coup, il va y avoir une phototransition qui va être très très mauvaise, très très faible. Donc du coup, ils vont ils vont devenir aveugles ici. Et puis en stade final, il n'y a plus du tout de cellules. Donc là, effectivement, l'idée chez ces patients, c'est de la thérapie cellulaire, de ramener des cellules. Okay. Donc ça, c'est bien. C'est comment marche la maladie. Donc comment on peut comprendre la maladie ? On peut utiliser des modèles animaux. Okay. Donc, je pense que vous connaissez bien les rongeurs. Les rongeurs, ce n'est pas vraiment des animaux diurnes. Donc, du coup, pour la vision, ce n'est pas top. Alors, on a essayé, pas nous, hein, pas Collabo, mais dans le monde, il y a plusieurs modèles qui ont été développés. Et en général, c'est très difficile de reproduire
cette maladie avec des modèles animaux. Donc du coup, la question, c'est est-ce qu'avec nos organoïdes, on a vu que ça ressemblait quand même plutôt pas mal à une rétine, avec des bonnes fonctions, est-ce qu'on peut, hop, j'ai vendu la mèche, est-ce qu'on peut, en partant d'organoïdes porteurs de mutations de patients, récapituler le phénotype, à savoir les signes cliniques qu'on observe chez le patient. Donc du coup, c'est un petit peu la même approche qui a été présentée avant. On prend les cellules de patients, il y a une partie des cellules qu'on corrige par les systèmes CRISPR-Cas9 pour avoir ce qu'on appelle un vrai contrôle, à savoir que la différence entre les deux tubes cellulaires sera uniquement la présence de la mutation. Les patients auront le même fond génétique et ça, c'est extrêmement important. Et donc du coup, ce qu'on voit, donc ici, c'est la partie extérieure de l'organoïde. Donc là, l'organoïde, il a 130 jours. Le code couleur, il est hyper simple. En vert, c'est les cônes, en rouge, c'est les bâtonnets. Donc ça, c'est une cellule IPS normale. Donc on a bien des cônes, on commence à avoir des bâtonnets. Ça, c'est les cellules IPS issues d'un patient qui porte la mutation. Et ça, c'est les cellules qui ont été corrigées. Donc en fait, c'est le même type qu'ici, mais le même fond génétique, mais la mutation n'est plus présente. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une vraie différence dans les stades de départ. Bon, ça veut dire que la mutation n'affecte pas le processus de différenciation, ce qui est logique puisque les patients naissent avec une vision, avec des photorécepteurs plus ou moins normaux. Par contre, si on continue un petit peu plus tard, là, ce qu'on voit tout de suite, à partir de 150 jours, là, on ne voit plus de rouge. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de bâtonnets par rapport au contrôle, alors que lorsque la mutation est corrigée, on a toujours des bâtonnets. Et si on continue encore un petit peu plus tard, on n'a plus du tout de bâtonnets, ça commence à être désorganisé, et si on attend encore plus tard, vous voyez ici, on a moins de vert. On n'a plus de rouge et on a moins de vert. Donc on a une perte secondaire des cônes. Donc en fait, c'était la première fois où on arrivait, ça on ne voit jamais chez les animaux, on arrivait en utilisant l'organoïde à récapituler exactement dans une boîte de culture le phénotype qu'on observe chez les patients. Donc ça veut dire que ça, c'est un bon modèle pour tester des nouvelles thérapies. Donc dans certains cas, donc dans le cas de cette pathologie qui touche un facteur d'épissage, l'idée, c'est de ramener une copie normale du gène pour voir si on est capable d'empêcher les photorécepteurs de dégénérer. Donc si on fait ça, ça c'était juste pour vous montrer que les cônes dans cette pathologie, vous voyez, ça c'est un cône normal, et ça c'est un cône pathologique, vous voyez, il n'a plus le petit segment externe ici. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi chez les patients. Donc du coup, ce qu'on a fait ici, donc ça c'est le contrôle avec des bâtonnets, donc des cônes et les deux types de photorécepteurs. Ça c'est issu d'un patient qui est muté, donc on voit qu'on n'a plus du tout de bâtonnets, très très peu de cônes. Et si on a utilisé un vecteur viral, donc il y a un adénovirus associé ici, en ramenant une copie normale du gène, on s'aperçoit qu'on a un phénotype normal. Donc on est capable dans ce cas-là de corriger le phénotype simplement en ramenant une copie du gène normal. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que ces organoïdes sont quand même un très très bon modèle pour toutes ces approches de thérapie génique. Donc du coup, je vais finir sur trois diapositives pour montrer les limites quand même de ces organoïdes. Et là, j'aime bien ce petit schéma que j'ai emprunté à un de mes collègues anglais. Alors par contre, si je vais trop vite, voilà. En fait, ça, c'est la rétine normale, l'épithèle pigmentaire ici, la rétine neurale. Et puis ça, il a fait un petit schéma pour voir un peu comment on pourrait dessiner la rétine dans un organoïde. Et donc, ce qu'on voit bien ici, c'est que on n'a pas de choroïde, on n'a pas d'épithélium pigmentaire, on n'a pas de vaisseau, d'accord, et on n'a pas de microglie. Donc, du coup, on ne récapitule pas forcément complètement une vraie rétine. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs équipes qui essayent d'augmenter la complexité pour se rapprocher de l'organe in vivo. D'accord, donc on va prendre des organoïdes, on va cultiver avec des cellules endothéliales, de la microglie, etc., pour avoir un système de vascularisation. Le deuxième problème, c'est que l'organoïde, quand il va croître, les cellules ganglionnaires, rappelez-vous, c'est celles qui forment le nerf optique qui l'envoie au cerveau. Donc dans votre organoïde, il n'y a pas de cerveau derrière. Donc les cellules ganglionnaires, si elles ne savent pas où aller, elles vont toutes mourir. D'accord, c'est comme si on coupait le nerf optique. Donc ce qui se passe ici, c'est comment on pourrait avoir un système qui va se rapprocher plus d'une rétine avec des cellules ganglionnaires. Donc là, il y a plusieurs approches. C'est là où on arrive au système des assembloïdes. Donc là, sur cette image ici, un collègue américain, donc il a utilisé des organoïdes de rétine et puis deux types d'organoïdes neuraux du cerveau, donc thalamiques et corticaux. Et dans ce cas-là, il a les cellules ganglionnaires qui vont projeter dans les différents organoïdes. Donc du coup, là, on a une version améliorée des organoïdes où on va combiner deux types d'organoïdes pour permettre à une population de survivre. Bon, je vais passer celle d'en dessous parce que c'est à peu près la même chose. Et finir par cette publication auquel on a participé avec un groupe allemand, où là, on a fabriqué carrément des organoïdes avec deux yeux.
des yeux rudimentaires, hein, puisqu'ils n'avaient que 60 jours. Donc en fait, cette équipe à Düsseldorf a réussi à trouver un protocole qui permet de faire des organoïdes dans lequel on va avoir deux petites taches brunes ici, on les voit bien là, qui correspondent à des futurs yeux. Okay. Donc en fait, ici, c'est particulièrement intéressant parce qu'à l'intérieur de l'organoïde, on a les systèmes de connexion avec le cerveau qu'on trouve chez chez l'homme, normalement, et on s'aperçoit, contrairement aux organoïdes de rétine, on a des gènes qui sont spécifiques du chiasma optique, donc l'endroit où ça projette et où ça croise. Donc du coup, cette approche, ce type d'organoïde est particulièrement intéressant pour les maladies neurodéveloppementales qui sont liées aux cellules ganglionnaires. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais juste faire un peu de pub pour le GDR organoïde. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui parce que c'est l'école thématique cette semaine à Toulouse où la communauté française s'est réunie pour former un groupe de recherche dans lequel vous pourrez trouver beaucoup d'informations, non seulement sur le foie, sur la rétine, sur les yeux, et puis les différentes approches qu'on peut utiliser pour les organoïdes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier. Et donc on va terminer cette session avec Hervé Schneeweiss, qui est professeur à Sorbonne Université et président du comité d'éthique de l'INSERM, et qui va nous parler des enjeux éthiques des organoïdes qu'on nous a présentés jusqu'ici. Alors en fait, si la diapositive veut bien passer, vous avez déjà tout entendu parce que Antonietta et Olivier ont déjà présenté les choses. Alors là, c'est évidemment pour commencer la déclaration de lien d'intérêt, parce que vous pouvez vous demander pourquoi un neurologue qui ne fait pas d'organoïdes, même si on fait une autre forme de choses qui sont des tumorides avec les glioblastomes qu'on étudie, vous présente les choses. C'est parce que dans le cadre du comité d'éthique de l'INSERM, on a publié 2 notes, l'une sur les modèles embryonnaires à usage scientifique. Vous venez d'avoir un avis du comité d'orientation de l'Agence de la biomédecine qui reprend en partie nos recommandations de 2019, une autre sur les organoïdes en général, et on va y revenir sur certains organoïdes critiques, y compris neuro, et l'article de Pasqua et du groupe Consensus, et puis surtout parce que le comité d'éthique de l'INSERM est impliqué dans un projet européen qui s'appelle Hybrida pour analyser les questions éthiques, réglementaires et encadrer le développement en recherche des organoïdes. On l'a dit, mais c'est important de le répéter, des organoïdes, ça doit avoir, en tout cas l'objectif, 3 choses. L'organisation, l'auto-organisation. L'auto-organisation, ça veut dire qu'on laisse les cellules s'organiser entre elles. Il n'y a rien de synthétique là-dedans, sauf peut-être certains milieux, certaines conditions dans lesquelles on les met. Donc il y a de l'ingénierie, mais il n'y a sûrement pas d'éléments synthétiques. Le deuxième élément, c'est la diversité cellulaire. Alors, Antonietta nous a montré qu'on peut faire des organoïdes avec une seule cellule, mais dans un organe, il y a normalement une diversité d'organes, soit de l'organe lui-même, par exemple dans le système nerveux, des neurones, des cellules gliales. Les cellules gliales peuvent être des astrocytes, des oligodendrocytes. Puis il y a des cellules qui viennent de l'extérieur et qui composent l'organe. Les vaisseaux, on en a déjà parlé. Olivier a parlé des microglies, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui colonisent le tissu. Donc une diversité de cellules. Et enfin, essentiel, la fonction. Sinon, ça ne sert à rien de faire des organoïdes si on n'étudie pas la fonction. À partir de là, il y a une grande diversité de questions éthiques qui se posent à partir des organoïdes. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer l'expérimentation animale? On a vu que ces organoïdes miment des maladies. Peut-être certains disent qu'on va remplacer l'expérimentation animale. Est-ce qu'on va pouvoir se passer des cellules souches embryonnaires? Les questions liées au biobanking, des questions attenantes au consentement. On va essayer rapidement d'en voir quelques-unes. La question de l'organoïde comme système de remplacement, d'élimination de l'expérimentation animale. Il va de soi que si on utilise l'animal, c'est pour faire un modèle pour comprendre le développement ou la fonction, un modèle pour comprendre les maladies. Dans l'expérimentation animale, il ne faut pas se voiler la face, on fait des hiérarchies. On a parlé de la difficulté d'utiliser des primates non humains. Il y a beaucoup moins de difficultés d'utiliser des rongeurs.
on s'interdit d'utiliser les animaux domestiques. Puis quand on descend vers les poissons ou les insectes, là, on n'a plus grand-chose à faire des questions éthiques pour un nématode et encore moins pour une bactérie. Mais c'est du vivant. Donc finalement, si on pousse le raisonnement, on devrait pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir réellement remplacer l'expérimentation animale? Doublement non. D'abord parce qu'il faut vérifier que ces structures sont fonctionnelles, et vous avez vu qu'il faut des greffes, des xénogreffes. Ensuite, parce que ces organoïdes, ça a déjà été dit, ont des problèmes de reproductibilité. Vous avez vu sur les diapositives qu'on vous a présentées que les différentes sphères qui apparaissent sont de différentes tailles, de différentes compositions. Il y a un problème de reproductibilité, un problème de complexité. Donc pour maintenant, et pour très longtemps encore, il faudra à la fois l'organoïde et les développements des organoïdes complexes et l'expérimentation animale, ne serait-ce que pour faire les greffes et vérifier que l'organe fonctionne. La question très sensible des modèles embryonnaires, et est-ce que les organoïdes vont remplacer? Alors, dans le contexte du programme Hybrida, ce qu'on cherche à faire, c'est quels sont les éléments pour construire la confiance dans un contexte donné. Confiance, c'est la confiance entre scientifiques. Est-ce ce qui est fait dans un laboratoire donné peut être refait dans un autre laboratoire? C'est la question de la reproductibilité. La confiance entre les évaluateurs, puisque nous, on travaille pour la Commission européenne. Est-ce que les demandes de crédit correspondent vraiment à une production scientifique qui va être faite? Les questions éthiques qui sont soulevées, par exemple sur ces modèles embryonnaires, et en quoi c'est de la recherche fondamentale, c'est du développement pour, par exemple, du screening de molécules, ou en quoi c'est déjà du préclinique et éventuellement l'application. Et puis, les questions éthiques qui sont liées au dialogue avec la société, en particulier les éléments d'information qu'on donne. Et c'est dans ce contexte qu'on a été amené à discuter le fait de mal nommer les choses avec cette question des mini-organes, de mal nommer les choses avec cette question de synthétique, même s'il y a de l'ingénierie. Alors à partir de là, le programme Hybrida cherche à construire un guide de bonnes pratiques pour aider les chercheurs, les évaluateurs, les comités d'éthique à évaluer les projets concernant les organoïdes. Et puis, au départ de tout ça, il y a des gens qui donnent leurs tissus ou qui donnent leurs cellules. Et il y a la question du consentement. La personne consent à quoi? Est-ce qu'elle consent de façon très large à faire de la recherche? Ou est-ce qu'elle consent de façon particulière à faire quelque chose, avec des quelque chose qui sont non prévisibles au moment du don? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec le retrait du consentement, qui est normalement consubstantiel quand quelqu'un conscient doit pouvoir à tout moment dire « j'arrête ». Mais là, on a des étapes de transformation des cellules, d'ingénierie, de production. À quel moment on dit « stop, vous ne pouvez plus retirer votre consentement ». Je regarde Jérôme, on imagine qu'il a greffé des organoïdes à un cœur, puis là, la personne dit « non, je ne veux plus vraiment greffer des cellules à moi à un cœur, ça ne va pas, il faut que Jérôme aille chercher les patients et dire « je vais vous retirer les patchs parce que ça ne va plus du tout ». Donc il y a un moment où il faut poser des barrières et il faut justement donner des règles pour permettre la construction de cette confiance entre les différents éléments. Alors, ce que je vais vous montrer trop rapidement, mais vous retrouverez bientôt tous ces éléments et sur le site Hybrida et sur le site du GDR Organoïde, et ça sera publié d'ici à la fin de l'année. Ça a été construit avec les différents acteurs et en particulier le réseau français grâce au GDR Organoïde. Ça construit avec l'ISSCR, donc la Société internationale de stem cell, avec lesquels on a travaillé et qui elle-même va produire un guide de bonnes pratiques sur les organoïdes. C'est Tenei Ludwig qui dirige ce groupe. Et puis on l'a fait avec d'autres programmes européens en cours, en particulier le programme TechEthos. Ça concerne le fait d'essayer de créer les conditions d'une assurance qualité dans l'élément de production, d'avoir des métadonnées qui permettent la documentation de l'organoïde, qui permettent également d'établir les conditions dans lesquelles il y aura une maintenance et une distribution. Parce que Olivier vient de vous montrer que c'est des cultures qui durent très très longtemps. Est-ce qu'il y a la possibilité ensuite de
congeler certains de ces organoïdes, de redémarrer, comment on fera quand on en arrivera aux étapes cliniques et précliniques, et puis tous les éléments d'éducation qui tournent autour de cette question, à la fois éducation du personnel et éducation aux éléments de safety. Il y a 4 domaines dans lesquels on utilise ces organoïdes. Évidemment, la recherche fondamentale, aujourd'hui le principal domaine, mais grâce au fait que ces organoïdes acquièrent des propriétés fonctionnelles, ils peuvent aussi être utilisés maintenant pour produire des produits biologiques réellement fonctionnels. Antonietta vous a montré par exemple la production d'albumine ou la production plutôt du facteur 9, qui était un facteur 9 maturé. Vous voyez que demain, ces organoïdes peuvent devenir des factoroïdes. Troisième champ, le champ préclinique. Alors, préclinique pour faire du screening de drogue, ou préclinique pour développer des structures qui pourront aller vers des structures de remplacement de la fonction de certaines cellules, et puis finalement le champ clinique. Et ce ne sont pas les mêmes questions qui se posent, parce que quand vous faites de la recherche fondamentale dans votre laboratoire, même si pour garder des cultures pendant 6 mois, comme c'est fait à l'Institut de la Vision, vous avez besoin de conditions de manipulation et de stérilité parfaites. Ce n'est pas tout à fait quand même les conditions GMP dans lesquelles doivent être produits les produits biologiques. Et du coup, il faut faire ce qu'on appelle la démarche éthique by design, c'est-à-dire penser la question de la finalité dès le début du processus de recherche afin de mettre en place les différents éléments, les différentes structures, les différentes infrastructures qui permettront au bout du compte pas d'avoir construit un organoïde que vous ne pouvez pas utiliser après pour la clinique, mais d'avoir déjà construit tout le process qui vous mènera vers la clinique. Donc on a produit un certain nombre de documents qui sont maintenant implémentés sur le site internet du repository des cellules souches européennes, qui vont l'être aussi sur le GDR organoïde. En particulier, un premier document qu'on a appelé Miaou, pas seulement parce que c'est mignon, mais aussi parce que c'est Minimal Information About Organoid. Quelles sont les métadonnées qui doivent accompagner un organoïde de telle façon que d'un laboratoire à un autre, on puisse reproduire les différentes choses qui sont décrites, on puisse avoir confiance d'où viennent les cellules, comment elles ont été obtenues, s'assurer par exemple qu'il y a le consentement des patients, des donneurs, je vais y revenir, et puis décrire la manière dont la structure est produite, la description des protocoles si importante pour ces éléments de reproduction. Et on a soumis ça à des articles déjà publiés. Il n'y en a aucun qui a passé le test de validation du Miaou. Donc il y a du travail et de l'éducation à faire. Et puis on a soumis ça à des collègues. Et là, c'est quelque chose qui doit prendre 10 à 15 minutes pour arriver à remplir ce questionnaire. Alors, ce questionnaire, il doit servir aussi pour les évaluateurs, pour être capable de vraiment savoir si ce qui va être fait va tenir la route. Et c'est pour ça que la partie pour l'évaluateur, on l'a appelée ECHO, ce qui veut dire Evaluator Checklist, mais qui est la contrepartie qu'on a pour ces évaluateurs, avec des éléments qui sont vraiment obligatoires. Sans ça, on ne peut vraiment pas savoir si ça sera du sérieux. En particulier les éléments sur la réplicabilité et la rationalité de faire cette recherche, et puis des éléments qui permettent de s'assurer que c'est vraiment un bon projet plutôt qu'un autre. Et puis, finalement, il y a un certain nombre de données qui doivent aller au comité d'éthique de la recherche. Et tout particulièrement, peut-être pas quand on va faire un organe de foie, parce que là, un organoïde de foie, parce que là, on a des questions qui tournent autour des dons de tissus ou de cellules qui sont assez classiques, mais probablement plus quand on va essayer de dériver des organoïdes qu'on peut considérer comme sensibles, les organoïdes complexes comme des modèles embryonnaires non intégrés, et puis plus sensibles encore, les modèles embryonnaires intégrés, et là, il faut vraiment qu'il y ait un avis du comité d'éthique sur ces modèles, et je pense que l'avis du conseil d'orientation de l'agence qui a été publié ce matin ou hier, je crois, est un excellent document auquel je souscris totalement. Je vois Jean-François qui sourit. Voilà, tu peux, c'est un très très bon document. Ensuite, dans ces éléments, il faut aussi qu'il y ait d'autres éléments importants par rapport à l'éthique, et en particulier la dimension
comment vous protégez la vie privée des sujets. Il n'y a rien de plus facile, que ce soit pour une cellule souche, que ce soit pour un organoïde, de refaire la séquence génétique et de réidentifier éventuellement des personnes. Comment on informe les participants de la recherche, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis comment est-ce que l'ensemble du processus est couvert et suivi sur un point de vue éthique. Ça fait partie des éléments qui doivent aller pour les comités d'éthique de la recherche. Alors ces organoïdes posent clairement, comme beaucoup de technologies émergentes, des questions de consentement à la recherche. À quoi consent la personne? Normalement, le consentement à la recherche, c'est un consentement libre et informé. Mais quand vous dites « je vais faire des recherches », vous informez sur quoi? Vous informez de quoi? Et puis, il y a des éléments qui peuvent être sans grande importance. Je vais faire un organoïde de rein. Et puis, il y a des éléments qui peuvent concerner plus particulièrement le donneur. Il va y avoir de la propriété intellectuelle. À qui, à quoi va cette propriété intellectuelle? On a entendu parler des coûts tout à l'heure de la xénotransplantation, 500 000 $ pour l'instant. On sait le coût aujourd'hui des technologies émergentes. Au départ, c'est de la recherche publique ou payée par des fondations caritatives. À l'arrivée des coûts exorbitants de traitement, est-ce que les personnes consentent ou non à la commercialisation des produits issus de cette recherche? Est-ce que les personnes consentent ou non à ce qu'on puisse dériver des modèles embryonnaires, même si ce ne sont que des modèles, mais pour une raison X ou Y, ça peut aller à l'encontre de leurs convictions. Idem pour certains dérivés complexes neuraux. Il peut y avoir des gens à qui ça pose problème. Donc, on a inventé, avec les collègues, ce questionnaire supplémentaire qui va être la liste de vœux des donneurs, dans laquelle on va leur dire, ben voilà, ces organoïdes pourraient devenir ça ou ça, et est-ce que vous consentez ou est-ce que vous ne consentez pas? Et puis, l'idée aussi, c'est qu'au niveau des biobanques, il y ait une tierce partie qui représente les donneurs et qui évalue la pertinence éthique des différentes demandes qui sont faites à la biobanque et des dérivations d'organoïdes qui sont faites. Et puis, il y a la question complexe et qui devra être traitée un jour à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, du retrait du consentement. À partir de quel niveau d'ingénierie des cellules on considère que le retrait du consentement n'est plus possible? Parce que quand on entend, comme Olivier, que les cellules ont été cultivées pendant 6 mois, on ne peut pas accepter que l'investissement des chercheurs, l'investissement aussi de la collectivité dans tout ce travail, puisse être du jour au lendemain mis à la poubelle parce que tout d'un coup, quelqu'un se réveille et dit bah, « je ne suis plus d'accord ». Donc il faut mettre là encore un certain nombre de limites. Et puis il y a clairement des points de butée. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est l'encadrement aujourd'hui nécessaire des modèles scientifiques à usage embryonnaire. Comme le disait notre note de 2019, comme le dit très bien le texte du comité d'orientation de l'agence, les modèles embryonnaires ne sont pas des embryons. Ils ne sont ni synthétiques, ni embryons. Ils sont humains parce que c'est à partir de cellules humaines. Mais ils ressemblent de plus en plus aux étapes précoces du développement embryonnaire. Donc, ils nécessitent de façon claire une déclaration et un encadrement de telle façon à établir, encore une fois, ces systèmes de confiance. Il y a la question des cérébroïdes complexes, des organoïdes neurocomplexes. Un certain nombre de gens, anticipant un certain nombre de fantasmes, ont pu commencer à discuter sur la capacité de ces structures multiples, pas seulement de percevoir la lumière, ça ne choque personne, même si certains commencent à fantasmer sur ces systèmes de perception de la lumière, surtout quand c'est des xénogreffes, parce qu'il y a des organoïdes qui ont été greffés à des rats et qui ont rétabli la perception de la lumière chez des rats, et donc l'humanisation des rats, mais au niveau aussi humain, ça va au niveau des capacités cognitives. Un cerveau de rat et un cerveau humain, vous voyez, c'est à peu près ça, un cerveau de rat. Le mien est un petit peu plus grand, j'espère. Donc, ce n'est pas la même chose, mais quand même. Est-ce que ces structures seraient capables de percevoir une douleur? Et la question qui va avec, c'est comment on saurait? Puisque nous, quand on a mal, on dit « j'ai mal ». Mais un organoïde,
peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler. Un organoïde, il ne peut même pas être comme un animal où quand il a mal, il a les poils qui se hérissent, il a l'accélération du rythme cardiaque, il a l'hypertension. Il y a un certain nombre de caractéristiques. Comment on assure le bien-être de l'organoïde? Est-ce que certains ont même été jusqu'à dire qu'il fallait anesthésier les organoïdes neuraux pour s'assurer par défaut qu'ils ne pourraient pas avoir mal? Est-ce que, dans un fantasme encore plus important, mais on a vu le triple organoïde que nous a montré Olivier avec la rétine, le thalamus, le cortex, est-ce qu'il pourrait y avoir une conscience phénoménologique qui apparaîtrait dans des organoïdes neuraux extrêmement complexes? On en est évidemment loin. Il faudrait déjà, là encore, être capable de se donner les éléments qui nous permettraient de mesurer ces domaines de conscience. J'ai parlé de la question de la propriété intellectuelle et de l'ingénierie. Je vais sauter là parce qu'on en a déjà parlé et je pense que je vous incite encore une fois à lire l'avis de l'agence, mais clairement aujourd'hui, on est capable, avec des cellules humaines, de faire des structures qui ressemblent à l'embryon précoce, et ça va être vraiment très utile pour étudier les étapes précoces du développement et éventuellement des étapes comme l'implantation. L'important à souligner ici encore, c'est que certains ont voulu appeler ça des embryons synthétiques, comme si ça changeait quelque chose qui soit synthétique. Ils n'ont rien de synthétique, ils sont fabriqués à partir d'IPS, dans des conditions tout à fait naturelles. Donc ils n'ont rien de fictionnel. Et puis, ils n'ont rien d'embryonnaire, parce que pour qu'il y ait un embryon, il faut qu'il y ait une capacité de développement, il faut qu'il y ait une implantation. Si vous gardez ces modèles embryonnaires au-delà du terme de la possibilité d'implantation, ça n'est absolument plus possible. Ceci étant, il y a une équipe chinoise qui, l'an dernier, a tenté d'implanter chez un macaque un modèle embryonnaire fait à partir du macaque, d'où la nécessité de l'encadrement dont je parlais tout à l'heure. Pour éviter ce type de transgression et éviter qu'on ait une marchandisation excessive, puisque certains des auteurs qui ont produit ces modèles embryonnaires sont en train déjà de parler d'organogénèse et de produire des organes à partir de ces structures. Je terminerai en disant que la loi de bioéthique a déjà commencé à encadrer une partie de ces questions avec le fait que dans cet article 1243, l'obtention de modèles embryonnaires doit être soumise à une déclaration à l'agence. Je pense que ça sera probablement complété à partir des propositions qui sont dans l'avis du comité d'orientation. Sur les assembloïdes, voilà la greffe dont je vous parlais tout à l'heure et les questions qui se posent en termes de, entre guillemets, conscience que le rat aurait à partir de ces cellules humaines et du type de protection. En tout cas, il est important de ne pas parler de mini-cerveau comme on a pu le voir. Et en fait, l'article du Monde et la réaction d'un certain nombre de chercheurs du GDR organoïde, c'est à la suite d'un autre papier du Monde qui parlait de mini-cerveau en parlant de ces greffes d'organoïdes. Et puis, je conclurai en disant que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, ça c'est Camus, qu'il y a maintenant des groupes de consensus, et Olivier a déjà présenté celui de Pasqua, qui cherche à nommer correctement et à suivre, du coup, l'évolution des choses. Et il n'y a pas que le fait de nommer les choses, il y a aussi le fait que dire que quand Olivier met de la lumière, il y a une réponse électrique, et il vous l'a montré, à un certain nombre d'ondes lumineuses, ça c'est l'effet scientifique. Dire que l'organoïde a une vision, ça c'est un fantasme, et c'est un fantasme qui est délétère pour tout le monde, à commencer par nous, les équipes scientifiques. L'autre document qu'a produit notre groupe au sein d'Hybrida, c'est un amendement, enfin pas un amendement, une explication spécifique pour les organoïdes du guide européen de conduite intègre, donc ça s'appelle ECOC, European Code of Conduct, dans lequel les éléments fondamentaux, c'est comment on mène une recherche qui soit
rigoureuse, transparente, reproductible, ouverte. Donc on dérive sur les organoïdes tous les éléments de ce code de conduite de l'organisation européenne qui s'appelle ALEA. Responsabilité, honnêteté, respect et capacité à rendre compte. Et voilà, et je vous renvoie évidemment au site du comité d'éthique de l'INSERM, au site d'Hybrida qui est hybrida.eu, et puis depuis hier à l'avis du comité d'orientation de l'agence sur ces questions de modèles embryonnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé, Olivier, Antonietta. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions et je m'associe à ce qu'a dit Hervé. N'hésitez pas à télécharger et à lire le document qui a été produit par le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine qui vous présentera à la fois les réflexions autour de ces embryoïdes, embryons de synthèse, enfin on a longtemps discuté de ça dans le Conseil d'orientation, et puis les réflexions que ça pose aussi en termes de comment est-ce que le législateur, ou plutôt les législateurs, finalement en fonction des pays, va ou vont se positionner vis-à-vis de ces recherches qui couvrent, comme vous l'a dit Hervé, à la fois la réflexion autour de la capacité à fabriquer ces embryoïdes, et puis même maintenant des endométrioïdes permettant d'analyser aussi l'implantation. Il y a vraiment des travaux assez exceptionnels, mais ça pose bien entendu les questions de réflexion éthique derrière. Alors, on prend évidemment toutes les questions. Oui. Oui, bonjour, Lionel Badet de Lyon. Moi, j'avais une question qui est assez futuriste, mais je m'enlève du côté neuro et je me replace du côté organes hépatiques, pancréatiques, etc. On est en capacité aujourd'hui de récupérer ces cellules qui prolifèrent, qu'on peut associer à des trames cellulaires, puisqu'on a des trames décellularisées, et donc finalement, quelque part, à terme, de fabriquer des organes. On était à la séance de xénotransplantation et on voit arriver des problématiques un peu nouveaux qu'on ne voyait pas surgir, puisqu'on a beaucoup travaillé le côté scientifique, mais du côté éthique, le fait qu'on assume de moins en moins bien l'idée d'asservir une population animale au gain que pourrait avoir en termes de santé une transplantation chez l'homme. Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer qu'à l'échelle des 5 à 10 ans, on puisse avoir de gros progrès pour avoir des organes quasi complets et de pouvoir fonctionner à partir de cellules issues d'organoïdes? Alors, moi, je commence juste du point de vue technique. Bon, bien évidemment, ça reste mon opinion personnelle, dans mon petit. Je ne suis pas non plus le génie de tourne. Mais du point de vue technique, c'est sûr que quand j'entends 5 ans pour avoir un organe qui est fait au labo, non. Hors des questions, parce qu'il n'y a pas les sous, il n'y a pas les instruments, et si on n'a pas vraiment de la biotech qui va nous aider, la bioconstruction véritable, il n'y aura pas lieu. Donc peut-être 50 ans. Ouais, je ne sais pas si je serai encore là, mais peut-être pas plus, je crois un peu plus. Et juste pour faire un exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bien sûr que oui, mais il y a cette histoire de scaffold décellularisé. Donc on récupère effectivement l'organe, on enlève toutes les cellules, indépendamment de l'espèce, et après on peut repopuler ces scaffolds. Et donc ça, c'est qu'est-ce que c'était approché de plus à la biotech, du coup à la bioconstruction. Et avec toutes les cellules, on a essayé, on arrive à repopuler le 40-50%, pas plus. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour chercher de vraiment envisager du coup un organe reproduit en vivo. Donc c'est sûr que 5-10 ans sera impossible. Par contre, vu que la science va très très vite, pourquoi pas dans 40-50 ans peut-être. Après, est-ce que sera éthiquement accepté que je prends les cellules de je ne sais pas qui et du coup après on me greffe cet organe, ça sera aussi à demander au public, pas seulement aux scientifiques, parce qu'après le scientifique peut décider qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire, le public comment va réagir à cette typologie de questions, c'est différent. Du coup, justement à la session des xénographes, on parlait de survie. Donc, est-ce que la volonté de survivre à une pathologie prend le dessus sous mes croyances ou principes ou quoi que ce soit? Donc, ça, c'est aussi pas seulement scientifique, mais aussi au public à demander, quoi.
Moi, je dirais qu'en termes éthiques, on a à se poser d'abord la question de la finalité. Donc, si la finalité, par exemple, c'est de soigner un diabétique, on n'a pas besoin de reconstituer un pancréas complet. En particulier, la dimension exocrine du pancréas n'est pas nécessaire. Il suffit de reproduire les îlots de Langerhans. Enfin, il suffit. Vous avez compris. Mais l'objectif est de reproduire les îlots de Langerhans. Ensuite, si pour reproduire ces îlots de Langerhans, et en tout cas reproduire la fonction des îlots de Langerhans, il y a besoin d'ajouter une matrice, que ce soit une matrice décellularisée ou une matrice biomécanique artificielle, de les encapsuler de telle ou telle façon pour prolonger leur survie, de leur ajouter tel ou tel facteur de croissance à terme, d'ajouter une notion de chip parce qu'ils auraient besoin d'une énergie particulière qui les maintiendrait. Whatever works. L'important, c'est d'arriver à soigner un certain nombre de personnes et de les soigner mieux en comparaison de ce qui sont soignés actuellement. Après, moi, je serais moins affirmatif qu'Antonietta sur les délais. Effectivement, ça fait 30 ans qu'on nous parle de thérapie génique, et puis ça apparaît aujourd'hui parce qu'il a fallu la révolution CRISPR, et puis ça va être une traînée de poudre avec les questions éthiques qui ne sont plus finalement les questions qu'on pouvait se poser il y a 30 ans sur les virus, sur les vecteurs, sur comment on allait faire. Aujourd'hui, la question, c'est la question de l'accessibilité au traitement. C'est la question du coût, c'est la question de l'infrastructure. Et aujourd'hui, on a des thérapies avec CRISPR-Cas9 qui posent la question de la coupure de l'ADN, qui posent la question de l'ex vivo, et donc comment on va arriver à avoir les infrastructures pour faire l'ex vivo, et ensuite les questions du coût complet, parce que puisqu'il a été évoqué l'hémophilie, aujourd'hui CSL Behring propose le traitement de l'hémophilie mais c'est B à 3 millions de dollars. Donc quel système, quelle soutenabilité pour nos systèmes de santé de ces nouvelles thérapeutiques. Donc vous voyez, les questions éthiques, je crois qu'il faut être modeste, faut avouer qu'on est très ignorant, donc step by step, et comment on va résoudre au fur et à mesure un certain nombre de questions, comment on va correctement informer la société, nos concitoyens, des avancées qui sont faites pour éviter les fantasmes d'un côté, éviter les suremballements de l'autre. Ce n'est pas demain qu'on va traiter du jour au lendemain les insuffisances hépatiques ou les diabètes de type 1 avec ces procédés. Donc voilà, soyons modestes et à notre échelle, mais essayons d'être très positifs et surtout anticipateurs. Et c'est ça la démarche Ethics by Design. Essayons d'anticiper dans notre recherche d'aujourd'hui les questions qui se posent, les questions qui vont se poser, de mettre en place déjà les procédés qui vont nous permettre d'avancer et d'avancer en confiance. Olivier, tu veux ? Merci. John ? Oui, j'avais deux questions. La première, c'était pour Antonietta. Dans une application thérapeutique pour des organoïdes donc de foie, je m'intéresse à la question du conditionnement. Est-ce qu'il suffirait d'injecter les organoïdes en intrahépatique ou est-ce qu'il va falloir conditionner, c'est-à-dire préparer le foie à recevoir ces organoïdes en faisant la différence entre un foie normal, maladie génétique par exemple, et un foie vraiment pathologique, cirrhose? Sur ça, en fait. Parce que, alors, le papier que je vous ai présenté, c'était une transplante très simple. Donc, injection directe. Donc, les organoïdes, ils ont trouvé leur petite voie pour arriver au foie et se sont transplantés toutes seules, comme on fait pour, par exemple, la transplantation des cellules isolées. Par contre, effectivement, là, au labo aussi, on a des petits projets qui sont en cours de transplantation d'organoïdes sur des hépatectomies élargie, merci. On se rend compte qu'en injection, peut-être ne va pas suffire. Peut-être est-ce qu'il faut transplanter directement dans le foie qui reste et le conditionner ou pas, ça dépend effectivement de la réponse. Alors la question, c'est que quand je rentre dans les détails de la bibliographie, je ne suis pas une experte de transplantation ou de manipulation animale, je voudrais déjà souligner ça, c'est qu'effectivement, le foie de la souris, que généralement on utilise, ne répond pas du tout comme celle-là de l'homme. Et donc, on sait que si, par exemple, on conditionne le foie avec de l'ischémie ou des autres façons avant la transplantation et la greffe en
améliore. Mais par contre, est-ce que ça va être la même chose en utilisant un organoïde qui quand même, ça fait 200 micromètres, c'est pas une toute petite cellule. Est-ce que ça va être la même chose? Ça encore, on ne le sait pas. Et il n'y a pas beaucoup vraiment d'essais dans ce contexte-là. Donc, bon, c'est un peu encore sous étude, je dirais. Merci. Ma deuxième question, c'était pour Hervé. Est-ce que ces super documents auxquels j'aimerais bien avoir accès, DOW par exemple, sont accessibles ou pas encore? Déjà, on peut les mettre à disposition parce que même si on est encore en train de finaliser les choses, on les a déjà mis en version Internet et pas seulement PDF, et puis que ça serait une excellente façon de vérifier leur opérationnalité. Mais oui, l'objectif, c'est que le GDR organoïde, d'une part, le European Repository of Embryonic Stem Cells, abrite ces documents, y compris la liste de vœux du donneur. Il faudra trouver les conditions de pseudonymisation, etc., de telle façon à ce que ce soit des choses qui soient opérationnelles. Alors là, on est dans la phase où on a produit les documents, ils ont été déjà critiqués X et X fois, mais là, on est dans la dernière phase des focus group qui réévaluent les choses globalement. Et donc, il y a quelques virgules, en particulier des fanats de biotech qui trouvent que notre limitation du consentement va les empêcher de monter leur propre structure. Donc voilà, on empêche des fois de tourner en rond avec des questions éthiques, mais le respect des gens qui donnent leurs cellules est quand même quelque chose qui est fondamental, et en tout cas qui fait partie des droits fondamentaux des Européens, comme ces documents sont pour la Commission. Donc voilà. Mais bien sûr, ce sont des documents qui vont être à votre disposition et on est trop heureux de les partager. Merci. Jean-François. Merci. Oui, je voulais revenir justement sur la question du consentement. Je te remercie Hervé pour ces mots sympathiques concernant notre avis du Conseil d'orientation. C'est vrai que c'est un domaine, je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse encore, parce qu'il y a le consentement, par exemple, des gens qui vont donner leurs cellules ou leurs embryons aujourd'hui. OK. Là, on peut faire, trouver des formules pour expliquer, etc. Moi, j'avoue, ce qui m'a posé problème, c'est en réfléchissant aux cellules souches embryonnaires qui ont été constituées à partir d'embryons il y a très longtemps. Par exemple, un collègue nous a proposé une étude, c'est des cellules, je crois qu'elles s'appellent W9 de mémoire, elles ont été conçues à partir d'embryons humains il y a 25 ans. Donc c'est-à-dire que c'est des couples américains, je crois, qui à 25 ans ont donné leurs embryons, dont on a tiré des cellules souches et qui peuvent servir, enfin qui pourront servir à être à l'origine d'embryoïdes. Donc, comme on l'a dit et tu l'as bien rappelé, ce ne sont pas des embryons, mais ils s'en rapprochent. Et voilà, que faire à partir de là? Est-ce qu'il faudrait interdire d'utiliser ces cellules souches très anciennes, puisque à cette époque, évidemment, personne ne pensait à ce qui se passe actuellement, ou bien si on peut dire que ils ont donné dans le passé et que maintenant on peut encore les utiliser. Alors, bien évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire et il y a un moment où il faut commencer et changer d'attitude. Alors, on nous pose systématiquement cette question du rétrospectif et du prospectif. Bien évidemment, les documents qu'on produit auront une valeur prospective. Mais cette valeur prospective, elle doit aussi avoir une valeur d'alarme. Avec Anne Dubar-Kuperschmidt qui est là, on a interrogé l'ATCC, qui est quand même l'un des fournisseurs de cellules les plus courants. Et on a dit, est-ce que vous êtes capable de nous donner l'ATCC, tu vois, structure publique et tout. Est-ce que vous êtes capable de nous donner les consentements des donneurs? La réponse a été claire et nette, non. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux gens qui nous ont donné les lignées. Donc, il y a toute une révolution culturelle à établir pour faire que ces pratiques, alors on a vu le scandale avec les cellules HeLa, double scandale qu'on n'avait jamais prévenu ni la patiente ni la famille, doublé d'un scandale scientifique. Vous savez que, au moins 30% des cellules HeLa sont n'importe quoi, y compris des cellules qui n'ont absolument rien d'humaine, comme
beaucoup d'ailleurs des lignées qu'on manipule. Il y a beaucoup de lignées, dans mon domaine, le glioblastome, toutes les lignées qui ont été cultivées en sérum, c'est n'importe quoi qui ne ressemble à rien. Et il n'y a pas très longtemps, les gens qui avaient produit une lignée qu'on appelle U87, qui a été utilisée des centaines de fois, ont voulu retester à partir de la tumeur d'origine à quoi ça correspondait, et ça ne correspondait absolument d'aucune façon, ni le nombre de chromosomes, ni les mutations, ni rien. C'est-à-dire que tous les gens qui utilisent des U87 dans le monde, on ne sait même pas si c'est un glioblastome à l'origine. Donc il y a un moment, il va falloir les jeter, ces cellules. Parce que ce sont des cellules qui ne sont que des pourvoyeurs d'artefacts, qui ne sont que des cellules de cirque, qui ne correspondent en rien à la vraie physiologie de nos cellules. Donc on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas aller faire la police dans les labos et dire maintenant vous nous jetez toutes vos anciennes cellules. Mais il faudrait que les gens comprennent que la bonne science, ça nécessite de bonnes pratiques. Quand on utilise une lignée L1210 donc hématologique qui devient une tumeur solide qu'on greffe sur une cellule nude, sur une souris nude qu'on a fabriquée de toutes pièces, est-ce que c'est beaucoup plus reproductible que la reproductibilité d'un organoïde qui viendrait de cellules humaines? Bon, on en revient à une discussion fondamentale et qui mériterait une session de réflexion entière sur qu'est-ce qu'un modèle. Et la question fondamentale, c'est quelle est votre question et quelle est votre question scientifique, que cherchez-vous à savoir, et à partir de là, quel est le modèle que vous mettez en place pour essayer de répondre à cette question scientifique. Si votre question c'est est-ce que la molécule X que j'utilise perturbe une fonction Y du type multiplication des cellules, il suffit de prendre au fond n'importe quelle cellule et de regarder si X produit l'effet sur la cellule. Si votre question c'est de savoir est-ce que je reproduis un glioblastome, là il faut changer de modèle. Et c'est clair que les cellules nudes, elles sont immunodéprimées, et que si vous utilisez même les neurosphères qu'on utilise à partir de cellules souches tumorales depuis des années, ce n'est pas non plus un modèle qui reproduit l'hétérogénéité des cellules de la tumeur, mais pas des cellules tumorales, mais pas l'hétérogénéité des cellules de la tumeur qui comprend les fibroblastes associés à la tumeur, qui comprend les cellules endothéliales associées à la tumeur, qui comprend les cellules myéloïdes associées à la tumeur, tout ce micro-environnement qui est fondamental pour une vraie cellule. Donc, toute la question, c'est de quel modèle parlons-nous et que cherchons-nous à modéliser ? Et à chaque fois, il faut adapter le modèle à la question scientifique posée. Et effectivement, vous avez raison, que bien souvent, par commodité, par ignorance des scientifiques, ignorance des reviewers des revues, on soi-disant modélise des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la question posée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je vais juste rajouter peut-être c'est pas vraiment une anecdote, mais pour cette histoire de 3R, de modèle, je pense que c'est vraiment important, c'est la question de départ. Et est-ce que le modèle est vraiment représentatif de ce qu'on veut en fait ? Donc nous, par exemple, les gens qui travaillent sur la vision et sur les maladies de la rétine, les rongeurs sont assez mauvais, d'accord ? Donc je peux donner les exemples. Donc du coup, après, il y a les primates non humains, puisqu'effectivement, les grands singes, eux, ont des maculas, des fovéas. Mais donc, je veux dire, la chirurgie est beaucoup plus compliquée. Il y a des règles éthiques très... heureusement, d'ailleurs, on ne peut pas rendre un macaque aveugle, c'est totalement interdit par la loi. Donc du coup, on ne peut pas créer de modèle de démêlage chez le singe, hein, c'est interdit par la loi. Donc du coup, il faut trouver d'autres modèles. Et donc je peux donner juste l'exemple, donc je ne donnerai pas le nom de la société, mais par exemple, il y a aujourd'hui une thérapie génique qui existe chez l'homme pour des ciliopathies, donc qui sont les patients vont devenir aveugles parce que le segment externe des photorécepteurs va dégénérer, d'accord ? Et donc en fait, il n'y a pas de modèle animal, ça n'existe pas. Alors donc du coup, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont fait des organoïdes et ils ont fait la preuve de concept uniquement sur les organoïdes et ils ont eu l'autorisation de la FDA pour développer le médicament. Alors bien sûr, on est obligé de faire des tests de tox chez les animaux. Comme c'est des systèmes de thérapie génique, au final, il faut quand même faire des dosages des vecteurs chez le singe, parce que ça, c'est obligatoire.
Mais la preuve de concept n'a pas été établie sur un modèle animal, uniquement sur un modèle organoïde. Donc, ça c'est un exemple parmi d'autres. Je pense que ça peut exister, mais je veux dire, l'organoïde peut être d'une utilité où là, ça serait presque un remplacement. C'est que s'il n'y a vraiment pas de modèle animal, mais sinon, il n'y aura jamais de remplacement. Et Hervé l'a bien dit, en fait. Une dernière question? Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à nos oratrices et orateurs. Un grand merci. Et j'ajouterais que demain, il y a une session sur les derniers développements en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires, dans laquelle notamment il y aura Nicolas Rivron qui va parler des modèles embryoïdes. Donc si vous êtes intéressé par ces discussions, elle peut continuer demain. Merci à tous.